La plupart des gens pensent que tout doit avoir un début. Comme un début précis, un point de départ. Mais, et si ce n'était qu'un tour que notre esprit nous joue? Et si cet univers, avec toutes ses bizarreries, n'était pas venu de nulle part, mais de quelque chose d'encore plus mystérieux? Maintenant, réfléchis à ça. Si l'univers n'est vraiment pas venu de nulle part, alors qui a créé le nulle part? Cette question est une véritable énigme. Elle vous met au défi. Et en même temps, elle ouvre une nouvelle façon de voir les choses, où la physique quantique, la conscience et la grande image de l'univers se rencontrent en un lieu très profond et merveilleux. Dans cette vidéo, vous allez plonger dans des idées qui brisent toutes les règles apprises à l'école. Nous allons explorer comment l'univers a commencé, non pas à partir de la matière, mais à partir du rien. Un rien qui n'est pas vide, mais plein. Vous découvrirez pourquoi le vide quantique, loin d'être un néant, est un champ actif, créatif et peut-être même intelligent. Vous verrez que le temps n'est peut-être qu'une illusion, que le Big Bang n'était pas un début, et que l'univers, tel que nous le connaissons, n'existe que parce que quelque chose ou quelqu'un l'observe. La récompense? Une toute nouvelle façon de voir les choses qui ébranlera votre conception de la réalité. Si vous êtes prêt à remettre en question absolument tout, y compris ce que vous croyez être vous-même, alors cette vidéo est un portail pour vous. Car lorsque vous comprenez que l'univers n'est pas venu de nulle part, mais d'un champ infini de possibilités, et que votre propre façon de penser y joue un rôle crucial, quelque chose change. Et la question n'est plus « Qui a créé l'univers ?», mais plutôt « Qu'essaie-t-il de vous dire sur vous-même » ? Qui a créé l'univers? Et une question encore plus profonde, qui a créé ce rien d'où tout cela est sorti? C'est l'une des questions les plus intéressantes de la science moderne, et aussi l'une des plus difficiles. Le bon sens nous dit que rien signifie l'absence de tout. Comme un espace vide où il n'y a rien, ni énergie, ni espace, ni temps. Mais la physique moderne, en particulier la physique quantique, remet en question cette idée. Au lieu d'un espace vide, ce que nous appelons le rien pourrait en réalité être un champ d'innombrables possibilités, où les règles connues de l'univers ne s'appliquent pas. En relativité générale, le temps et l'espace sont comme un tissu continu. Et ce tissu peut être déformé par de grandes choses comme la masse et l'énergie. Mais si vous demandez ce qu'il y avait avant le Big Bang, la réponse traditionnelle ne suffit pas. Le temps tel que nous le connaissons n'existait même pas alors. Le début de l'univers ne peut pas être expliqué uniquement par les équations de la gravité. Vous devez inclure la mécanique quantique, qui traite de petites choses où les particules et les champs se comportent de manière étrange et imprévisible. Tout cela n'a pas commencé à un seul endroit, mais partout à la fois, comme une explosion soudaine à partir d'une singularité quantique. Cette singularité ne serait pas un point de densité infini dans l'espace, mais un état où l'espace n'était pas encore apparu. L'idée que l'univers est né de rien prend un nouveau sens. Ce rien est en fait un état surchargé où les champs sont en mouvement et en agitation constant. C'est le vide quantique. De cela, les particules, les champs et, finalement, tout ce que nous considérons comme réel apparaissent tout simplement. Dans ce scénario, la création de l'univers n'était pas quelque chose d'extérieur, mais un changement interne de l'état de l'énergie dans le rien lui-même. Ainsi, l'existence n'est qu'une possibilité qui s'est manifestée d'elle-même. C'est là que la physique et la philosophie se rejoignent.
Si le vide quantique contient déjà le potentiel, alors ce n'est pas vraiment rien. Qui a créé le rien? Cette question pourrait être mal posée. Le véritable rien n'a peut-être jamais existé. Ce qui existait, c'était un champ fondamental, plein de fluctuations, n'attendant que de se manifester. Et certaines idées de la physique moderne le disent, que l'univers est apparu de lui-même, personne ne l'a créé, il n'y avait pas de plan, il devait juste être. Ce que nous appelons rien, c'est un développement naturel, mais qui peut être tout. Cette idée nous mène directement à un paradoxe. Si le rien peut tout contenir, alors ce que nous considérons comme le vide, d'où tout provient peut-être. La deuxième étape de ce voyage est de comprendre que ce rien n'est pas simplement vide, mais qu'il est rempli d'opportunités. Un espace vide qui palpite, vibre et contient les graines d'innombrables univers. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Comment tout peut venir du rien. Et pourquoi le vide lui-même pourrait être le plus fertile de tout l'univers. Ce que nous appelons rien est une vieille idée dans le langage de la physique moderne. Au niveau quantique, le vide le plus pur n'est pas vide. Il est plein de possibilités. Le vide quantique est l'état d'énergie le plus bas, où il n'y a pas de particules visibles, mais des champs qui fluctuent, créant des paires de particules et d'antiparticules qui apparaissent et disparaissent en un clin d'œil. Ces fluctuations se produisent naturellement, sans cause directe, et nous pouvons les mesurer en laboratoire. Ainsi, le rien est en fait un tout invisible, un mélange fondamental, d'où l'univers, tel que nous le connaissons, peut émerger à tout moment. Ce vide, bien qu'il n'ait ni espace ni temps défini, est la source de tout. C'est comme une forme sans forme, mais avec beaucoup de structure. Imaginez un vaste océan sombre, où les vagues surgissent de nulle part, et parfois, si tout se passe bien, elles peuvent former des choses solides. Ces petites secousses aléatoires sont le contexte de la façon dont l'univers entier a commencé. Nul besoin d'un acteur extérieur, ni d'une main magique, ni même d'un Big Bang. Le vide s'organise de lui-même, ouvrant la porte à la physique de l'univers et à la théorie du tout. Les particules qui émanent de ce vide ne sont pas permanentes. Elles apparaissent un instant et disparaissent, comme une danse incessante d'allées et venues. Mais cette agitation constante est le fondement de toute chose. Toute la matière, l'énergie et l'espace proviennent de perturbations dans ces champs invisibles. Cela nous amène à repenser la formation de l'univers, non pas comme un événement unique en un seul lieu, mais comme un effondrement simultané de multiples possibilités en plusieurs endroits. Ainsi, le vide n'est pas vide, mais plutôt un espace caché et entièrement rempli, une expression silencieuse de toutes les possibilités. C'est dans cette incertitude et dans l'interdépendance des choses que la mécanique quantique trouve sa plus belle expression. Dans le vide, rien n'est certain, seules des possibilités existent. Chaque frémissement peut ou non donner naissance à une particule. Elle peut ou non s'intriquer avec une autre. Et ne pas savoir ce qui va arriver n'est pas une erreur mathématique, mais simplement la nature même de la réalité, une partie fondamentale de celle-ci. L'univers ne se forme pas parce qu'il a été planifié, mais parce que les possibilités s'effondrent. C'est comme une danse, entre ce qui peut être et ce qui choisit d'être, et cela nous mène directement à celui qui observe, à l'esprit qui joue avec tout cela. Si le zéro contient tout ce qui pourrait être, est-ce que quelque chose se manifeste réellement,
La réponse, comme nous le verrons, réside peut-être dans la manière dont ce champ de possibilités s'entremêle avec l'acte d'observer. La prochaine étape de ce voyage nous mène directement au cœur de la mécanique quantique, où ce qui est réel et ce que vous percevez semblent être intrinsèquement liés, et où l'univers entier pourrait être apparu parce que quelque chose, à un certain niveau, l'a observé. Au cœur de la mécanique quantique se trouve une idée qui est très difficile pour les anciennes pensées. La réalité n'est pas réelle tant que quelqu'un ne l'observe pas. Avant de les mesurer, les particules sont en superposition. Elles se trouvent à plusieurs endroits et dans plusieurs états en même temps. Ce qui les force à choisir un état spécifique s'appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Cela se produit lorsqu'un petit système quantique entre en collision avec quelque chose d'extérieur. Et c'est là qu'intervient l'une des idées les plus époustouflantes et les plus débattues de la physique. L'observateur, qu'il le sache ou non, affecte directement l'apparence de la réalité. C'est là que la question de savoir comment la conscience crée l'univers devient absolument centrale. Si la réalité a besoin d'être observée, alors, pour que l'univers apparaisse avec des règles claires, il aurait besoin de quelque chose pour l'observer. Quelque chose qui transformerait toutes ces possibilités en une chose réelle. Cette chose pourrait être une simple manière de voir, ou une règle principale qui fonctionne en dehors du temps et de l'espace. La physique quantique nous donne les outils mathématiques pour parler de cela, mais nous ne comprenons pas encore pleinement pourquoi cela se produit. Et dans ce mystère, beaucoup de gens voient un lien entre la science et le fonctionnement de notre esprit. La célèbre expérience de la double fente le montre très clairement. Quand vous lancez une petite particule dans deux fentes, elle se comporte comme une onde, interférant avec elle-même, à moins que quelqu'un ne l'observe. Quand elle est observée, elle se comporte comme une particule. Cela signifie que si quelqu'un observe, le résultat change, même si ce n'est pas directement. L'idée est que ce que nous pensons et ce qui est réel ne sont pas séparés. Ils sont très profondément liés. L'univers n'est pas seulement quelque chose qui existe par lui-même, il doit être vu pour être réel. Si nous nous fions à cette idée, l'univers a peut-être commencé parce que tout s'est auto-observé. C'est comme si les possibilités du vide quantique se comprenaient d'elles-mêmes, ou se connectaient à quelque chose qui pouvait rendre les choses tangibles. Cette première conscience n'a pas besoin d'être humaine, ni même sacrée dans un sens religieux. C'est simplement un phénomène naturel qui se produit spontanément dans le champ. Donc, dans cette perspective, la création de l'univers n'est que la conscience qui se déploie sur elle-même. Un va-et-vient entre l'être et le savoir. Cette connexion entre la conscience et la réalité nous pousse à reconsidérer le rôle de l'observateur à tous les niveaux, comment de minuscules particules se forment et comment l'univers entier s'est créé. Mais l'espace vide est-il vraiment vide? Ou contient-il déjà des forces capables de créer des choses à partir de rien? La réponse commence à apparaître dans des expériences qui prouvent que le néant absolu n'est qu'une grande illusion. Et la prochaine étape est d'examiner l'effet Casimir, qui est la plus grande preuve de cette vérité irréelle. S'il restait le moindre doute que le rien n'est en fait pas vide, alors l'effet Casimir nous apporte une réponse concrète qui change tout. En 1948, les physiciens Hendrik Casimir et Dirk Polder ont démontré que deux plaques métalliques, placées très près l'une de l'autre dans le vide, s'attirent mutuellement, même sans aucune charge électrique. Cela se produit parce que le vide quantique qui les entoure est rempli de vagues d'énergie.
Ces vagues sont légèrement différentes à l'intérieur et à l'extérieur des plaques, créant une pression qui les pousse l'une vers l'autre. En d'autres termes, le rien possède en réalité une force. Ce que vous voyez là a été vérifié et mesuré à de nombreuses reprises, avec une précision absolue. Cela démontre clairement que ce que nous considérons comme un espace vide est en réalité rempli d'énergie. Le plus important, tant pour la science que pour la réflexion en général, c'est que rien n'est jamais vraiment rien. Ou plutôt, ce que nous appelons rien n'est qu'un endroit caché et très actif. L'effet Casimir ne montre pas seulement que ces ondes d'énergie sont réelles, mais il indique aussi qu'elles sont partout et qu'elles pourraient jouer un rôle majeur dans la formation de l'univers. En d'autres termes, si le vide peut faire bouger les choses, alors il peut aussi créer des choses réelles. Ce type de vide est appelé vide de Dirac, ou plutôt un faux vide, car il est en constante évolution. Certains modèles cosmiques suggèrent que l'univers a commencé par un événement de transition de phase à partir d'un vide de haute énergie, qui s'est transformé en un état plus stable, comme une goutte quantique qui a libéré une énorme quantité d'énergie. Ce processus aurait provoqué l'expansion rapide que nous appelons le Big Bang, sans aucune origine mystique. Cela rapproche la physique de l'univers de la théorie du tout, qui offre une description mathématique complète de toutes les forces, particules et champs. Mais le plus étrange, c'est que ce genre d'instabilité pourrait se produire tout le temps. Si différentes parties du vide avaient différents niveaux d'énergie, de nouveaux univers naîtraient constamment, comme des bulles que nous ne pourrions même pas voir. Cette idée est décrite dans la théorie de l'inflation éternelle, où le vide quantique agit comme une machine à créer de nombreux univers. Alors, notre univers, il pourrait n'être qu'une des millions de façons pour un champ d'énergie fondamentale d'émerger et de se former en permanence. Nous avons mesuré l'énergie dans le vide lors d'expériences, et cela fait partie de nos théories. Cela vous dit que le rien est l'une des plus grandes tromperies que la science classique nous ait jamais infligées. Mais si tout provient de ce champ, alors ce n'est peut-être pas seulement une question de physique. Il y a peut-être aussi un côté spirituel, quelque chose au-delà du physique, ou même quelque chose de divin. Nous discuterons plus loin de ce lien entre la science et la spiritualité lorsque la grande image reçoit des noms différents, mais qu'en réalité, elle est la même. Si le vide quantique est le champ d'où tout émerge, alors c'est quelque chose que l'humanité a toujours cherché, sous différents noms comme Dieu. Mais ici, nous ne parlons pas d'une forme humaine ou d'un créateur séparé des choses créées. Non, nous parlons d'un état absolu, une chose en soi qui contient toutes les possibilités. Cette façon de voir les choses ne s'oppose pas à la science. Elle les unit, où tout est à la fois l'origine des choses et leur manifestation. Dans ce mode de pensée, la création de l'univers n'est pas un événement unique. Elle devient la manière dont l'existence s'exprime. Les anciennes traditions spirituelles disaient déjà quelque chose de similaire. Dans l'hindouisme, l'idée de Brahman représente une réalité ultime, sans forme, éternelle, d'où tout émane. Dans le taoïsme, le Tao est le commencement sans nom de toute chose. Et dans le mysticisme occidental, Dieu est souvent appelé un champ infini de conscience créatrice. Maintenant, avec la physique quantique, nous parlons du vide quantique, un océan d'énergie cachée, invisible, mais très important. Toutes ces conversations qui se rejoignent pointent vers la même idée principale. Il y a quelque chose qui connecte et contient tout.
Cette façon de voir les choses n'anéantit aucune croyance. Non, c'est tout le contraire. Elle construit un pont entre la foi et la pensée intelligente. Ceux qui cherchent un sens spirituel peuvent appeler la totalité Dieu, ou ceux qui préfèrent le langage de la science peuvent l'appeler le champ de Higgs. Mais le plus important n'est pas le nom que nous lui donnons, mais l'idée que tout ce qui existe provient d'un même point de départ. Cette idée modifie notre façon d'interagir avec l'univers. Ce n'est plus une chose externe et froide, mais une extension de qui nous sommes. Après tout, si tout provient du même champ, alors nous en sommes une partie active. Quand on voit les choses de cette façon, la conscience semble aussi être quelque chose qui devait arriver, qui a directement émergé de tout cela. Ce n'est pas qu'elle est apparue de nulle part, mais plutôt qu'elle est une très belle façon pour l'univers de se construire. Ce champ qui crée de minuscules particules crée aussi la conscience. Et puis, la conscience prend ce champ et le transforme en choses réelles que nous voyons. Donc, l'univers n'est pas juste une machine stupide, mais c'est quelque chose qui réagit, où la matière et l'esprit grandissent ensemble. Et peut-être, juste peut-être, c'est le secret de la grande théorie dont tout le monde rêve. Faire de l'esprit une partie super importante du puzzle. L'idée que la science et la spiritualité vont dans des directions différentes est peut-être dépassée. Lorsque nous cherchons à savoir d'où vient l'univers, les deux pointent vers la même chose. Un champ sans forme, infini, vivant et créatif. Mais si la conscience est si importante, une grande question demeure. Comment cela affecte-t-il ce champ? La réponse pourrait résider dans la façon dont l'esprit façonne la réalité. Et c'est ce que nous allons voir ensuite. En mécanique quantique, la conscience n'est pas seulement quelque chose de biologique, c'est un participant actif dans la création de la réalité. La fonction d'onde, qui est une équation mathématique qui vous indique tous les états possibles d'une petite particule, reste dans un état mixte jusqu'à ce que quelqu'un l'observe. Cet effondrement de la fonction d'onde est l'une des parties les plus mystérieuses de la physique quantique. C'est comme si l'univers ne devenait réel que lorsque quelqu'un ou quelque chose l'observe. Ainsi, la conscience est une grande partie des mathématiques de l'univers. Tout cela nous pousse à réfléchir profondément à la façon dont notre univers a été créé. Si l'univers n'existe et n'est réel que lorsque quelqu'un l'observe, alors ce que nous pensons et ressentons n'est pas seulement une question de notre corps. Cela devient une partie essentielle du fonctionnement de l'univers, comme en physique. Cela fait de l'observateur une sorte de co-créateur. Vous comprenez? Notre esprit n'essaie pas seulement de comprendre le cosmos, mais il aide à le créer. Cette idée brise le mur entre l'observateur et la chose observée. Elle dit que l'univers et ce que nous pensons sont les deux faces d'une même pièce. La théorie du tout, que les scientifiques recherchent toujours, oublie souvent l'esprit. Mais il est peut-être impossible d'unir toutes les forces de la nature si nous ne considérons pas la conscience comme l'une d'entre elles. Eugène Wigner, lauréat du prix Nobel de physique, avait déjà souligné que la conscience est essentielle pour comprendre les phénomènes quantiques. Et de plus en plus d'études montrent que ce que nous observons modifie réellement les choses physiques que nous observons. Cela ne signifie pas que le fait de penser positivement changera l'univers comme par magie, mais plutôt que la simple observation détermine ce qui deviendra réel. Et cela ne concerne pas seulement les petites particules, vous comprenez? À un niveau plus large, l'univers entier est conçu pour être parfait pour des êtres intelligents comme nous, afin que nous puissions l'observer. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. L'univers est parfaitement ajusté.
Donc la vie et la conscience doivent simplement exister. Non pas parce qu'un grand patron nous y a placés, mais parce que les choses n'ont de sens que si quelqu'un les observe. Donc, l'univers n'est pas seulement une scène, vous comprenez? Il a besoin d'un public pour devenir un véritable spectacle. Cette façon de voir les choses nous rapproche d'une nouvelle idée, où l'univers n'est pas seulement régi par des lois externes, mais aussi par un échange interne entre l'existence et l'observation. Mais pour savoir quand et comment tout cela a commencé, nous devons comprendre ce qu'est réellement le temps. Car si le temps vient avec l'univers, alors peut-être que le Big Bang n'a jamais été un début, mais seulement un point de transition, reliant l'infinité d'une nouvelle manière. C'est ce que nous allons voir ensuite. Le Big Bang est souvent décrit comme le début de tout, mais cette idée contient une grave erreur d'interprétation. On suppose que le temps existait déjà avant que l'univers ne commence. Mais en réalité, le temps tel que nous le connaissons, linéaire, incessant, avec un passé, un présent et un futur, est quelque chose qui a émergé. Il n'a pas précédé l'univers. Il est né avec lui. Cela signifie que se demander « qui avait-il avant ?» revient à se demander « qu'y a-t-il au nord du pôle Nord ?» Cela n'a aucun sens. La formation de l'univers n'était pas un événement qui s'est produit dans le temps, mais c'était le tout début du temps. Selon la relativité générale, le temps n'est qu'une autre dimension, courbée et affectée par la masse et l'énergie. Mais en physique quantique, le temps n'est pas si constant. Il devient une variable instable, comme une coordonnée statistique parmi des choses possibles. Cela nous pousse à penser au Big Bang non pas comme un moment figé, mais comme un changement, une réorganisation des états d'énergie qui a créé l'espace-temps dans lequel nous vivons. Donc, le début n'était pas un point zéro, mais une bulle dans un océan entier de possibilités. Des modèles tels que l'inflation éternelle suggèrent que notre univers n'est qu'un parmi de nombreux univers qui se forment spontanément dans un champ inflationniste. Chaque Big Bang ne serait qu'une bulle qui se forme, s'étend et se stabilise, tandis que d'autres continuent de naître dans des endroits lointains et inaccessibles. Cette idée élimine la notion d'un commencement unique et la transforme en un flux infini de manifestations. L'univers serait une manifestation locale de quelque chose qui est toujours en mouvement, où le temps dépend de la bulle dans laquelle il se forme. Cette idée change complètement notre façon de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant et ce qui se passera ensuite. Ce que nous considérons comme une ligne du temps est peut-être une construction de notre esprit, car nous avons besoin de mettre les choses en ordre, comme un film dont toutes les scènes sont mélangées. Toutes les parties existent en même temps, mais elles n'ont de sens que si vous les regardez d'une certaine manière. Et si le temps n'est pas réel, alors l'univers n'a jamais vraiment commencé. Il nous semble juste qu'il a commencé, en raison de la façon dont nous percevons les choses et des lois de notre univers. Dans cette image, le Big Bang n'est pas l'étincelle divine qui donne vie à la réalité. Non, ce n'est qu'une petite partie d'une idée plus vaste. Un endroit où des bulles d'espace-temps apparaissent de nulle part et disparaissent ensuite dans des cycles sans fin. Et dans ce cycle, la conscience apparaît peut-être de la même manière, non pas par hasard, mais comme une partie intégrante du jeu. Mais si tout est tel que nous le voyons, et que les possibilités se dispersent, quelle est la vraie vérité? À quoi ressemble l'univers quand nous n'y pensons pas? La réponse pourrait se trouver dans la dernière étape de ce voyage, quand nous réaliserons que la réalité n'est rien d'autre qu'un reflet de l'esprit qui l'observe. Donc,
Si au cours de ce voyage nous avons appris que l'univers naît de l'effondrement des possibilités, alors une question simple s'impose. Qu'est-ce qui est réel quand personne ne regarde? La mécanique quantique vous dit « rien n'est gravé dans le marbre ». La fonction d'onde, qui représente tous les états possibles d'une petite particule, ne se stabilise que lorsque quelqu'un l'observe. Cela signifie que l'espace, le temps et les choses, telles que nous les connaissons, dépendent d'un esprit conscient qui les observe. Ce n'est pas la réalité qui détermine comment nous voyons les choses, mais plutôt la façon dont nous voyons les choses qui crée ce que nous appelons la réalité. Ainsi, la conscience n'est plus seulement ce qui émerge du cerveau. Au lieu de cela, elle devient le principal élément qui relie l'univers. Ce qui est réel est tout, un champ mouvant de ce qui pourrait être. Mais ce champ ne prend aucune forme, structure ou signification par lui-même. Il a besoin d'être lu, d'être compris. Le cerveau humain agit comme ce médiateur. L'univers, tel que l'explique la science moderne, est principalement une traduction. Une façon pour notre cerveau de comprendre ce champ quantique fondamental. Ce n'est pas la vérité, seulement ce que nous pouvons voir. Cette façon de voir les choses résonne avec de nombreuses philosophies et différents chemins spirituels. De Platon, avec ses grandes idées sur les formes, au bouddhisme, qui dit que le monde est quelque chose que notre esprit crée, cette idée que l'univers est quelque chose que nous expérimentons, et pas seulement une chose solide, existe depuis un certain temps. La science donne maintenant des règles et des chiffres à ces idées. La physique quantique ne dit pas que tout est faux, mais elle montre que ce qui est réel ne peut être séparé de notre façon de voir. L'univers est comme un miroir. Il vous montre ce que vous êtes fait pour voir. Ce qui est important dans cette idée, c'est que rien n'est absolument créé. Les choses apparaissent simplement. L'univers n'a pas commencé, il est simplement apparu. La réalité n'est pas quelque chose qui existe à l'extérieur. Il s'agit de la façon dont les choses se connectent. Et ce que nous appelons la vie n'est qu'une conversation sans fin entre ce qui est possible et ce que nous voyons. Cela nous renvoie la balle. Ce n'est pas que nous sommes des créateurs tout-puissants, mais plutôt que nous sommes comme les co-auteurs attentifs de l'histoire qui se déroule juste devant nous. Cela ne signifie pas que le monde physique n'est pas réel, mais plutôt qu'il faut comprendre que sa forme, son ordre, ses règles, tout cela ne peut être séparé de l'observateur. Donc, l'univers n'est pas seulement un endroit où nous sommes, c'est quelque chose que nous sommes. Et peut-être, quand on y pense bien, la question « qui a créé le vide ?» n'est-elle qu'une tentative de notre part de donner un nom à ce qui ne peut être nommé, un domaine qui a toujours existé, sans début ni fin, où ce que nous savons et ce qui est vrai dansent en silence. Et si cette danse est tout, alors le vrai miracle n'est pas que l'univers ait été créé, mais plutôt que nous puissions le contempler. Après tout cela, est-il encore juste de demander d'où vient l'univers? Ou devrions-nous d'abord changer ce que nous entendons par « être réel » ? Si le temps n'est pas réel, si l'espace n'est qu'une image, et qu'un espace vide est rempli de tout, alors, peut-être que le plus grand mystère du cosmos n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais plutôt ce qui est à l'intérieur. Cet esprit qui voit, comprend et façonne ce qui est réel. Et si cet esprit fait lui-même partie de l'univers, alors comprendre le cosmos est, sans aucun doute, une façon de se connaître soi-même. Maintenant, la question est,
Qu'allez-vous faire de cette compréhension? Allez-vous toujours considérer l'univers comme séparé de vous-même? Ou allez-vous accepter cette invitation silencieuse que la physique quantique et les mystères du cosmos vous offrent chaque jour? L'invitation à regarder le ciel et à sentir que vous faites partie de tout cela. Il est peut-être temps de changer vos idées, de vous plonger dans les livres d'auteurs comme Carlo Rovelli ou Sean Carroll, de regarder les conférences de la série Through the Wormhole, ou simplement de réfléchir en silence entre deux respirations et de réaliser que tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Dis-moi dans les commentaires, quelle idée t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a fait penser? Je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Faisons de cet endroit un centre d'idées, où les questions valent plus que les réponses rapides. Et si tu penses que d'autres personnes devraient entendre ça, partage la vidéo, parce que répandre ce genre de questions, c'est comme semer des graines pour grandir. Ah, et oui, si ce sujet vous a vraiment plu, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche de notification et ne manquez pas les prochains épisodes. Quand la science se connecte à la conscience, ce n'est plus seulement une question d'intelligence, cela devient quelque chose de bien plus grand. Et c'est un voyage cosmique qui vaut la peine d'être entrepris.